Bonsoir, bienvenue à cette session de présentation de la méthode Barclay. Cet enregistrement fait suite à la conférence que j'ai donnée le 28 octobre dernier, au cours de laquelle l'enregistrement n'a pas fonctionné comme j'aurais souhaité. Donc je vais essayer de reprendre ici toutes les informations que j'ai données et d'inclure aussi les questions qui m'ont été posées. Comme ça, vous aurez un maximum d'informations. Donc je vous partage le document de présentation. Voilà, donc qu'est-ce qui va être présenté ce soir? Donc ce soir, vous allez comprendre ce qu'est la méthode Barclay, ce qu'elle couvre comme type d'accompagnement, quand suivre la méthode Barclay et comment ça se passe dans la pratique de suivre un accompagnement Barclay. Avant de commencer, je vais prendre 2 minutes pour me présenter, pour que vous compreniez bien qui je suis et pourquoi je fais ça. Donc aujourd'hui, je suis professionnelle de thérapie brève et de coaching, mais à l'origine, je suis informaticienne. Je suis française, j'habite au Luxembourg depuis 19 ans et je suis maman de 2 filles TDAH. Alors dans mon parcours de maman, il y a eu quelques difficultés, quelques angoisses, le choix de faire une reconversion professionnelle dans le coaching, dans les thérapies brèves et très vite, je me suis rendu compte qu'accompagner les parents était aussi un choix de cœur. Je me suis orientée assez vite sur le burn-out parental. C'était vraiment un sujet qui, moi, me touchait, même si j'ai pas été concernée dans sa globalité. Il y avait vraiment des difficultés pour moi. Et puis, j'ai dû faire appel à un moment donné à une spécialiste de la méthode Barclay pour accompagner notre famille. Et puis, avec le temps, avec mes filles qui sont maintenant adolescentes, je me suis rendu compte qu'il y avait de réelles difficultés dans l'apprentissage. Et je les ai vraiment aidées dans une orientation de coaching scolaire, à comprendre comment elles fonctionnaient, comment apprendre à apprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et dont il faut que les parents soient conscients d'accompagner leurs enfants de leurs spécificités. Et tous les enfants sont spécifiques, ont leur propre façon d'apprendre. Donc voilà, tout ça, c'est un peu tout ce que je propose aujourd'hui dans mon accompagnement. Et comme ça, vous comprenez mieux pourquoi je vais vous parler d'un certain nombre de choses ce soir. Voilà, donc la méthode Barclay fait référence aux recherches menées par le professeur Barclay. C'est un neuropsychologue clinicien. Il fait des recherches depuis plus de 40 ans. Si vous allez voir sur Internet, vous allez trouver énormément de ses ouvrages. Il a fait vraiment avancer la recherche et même l'identification de ce qu'est le TDAH avec les années. Et c'est vraiment lui qui a mis en place la technique et les différents outils qu'on va euh, discuter ce soir, qu'on va un petit peu décortiquer. La méthode Barclay, c'est un programme d'entraînement aux habilités parentales. Alors, des programmes d'entraînement aux habilités parentales, il y en a d'autres. Celui-là, il est spécialement conçu pour les parents d'enfants TDAH, avec ou sans trouble de l'opposition avec provocation. Donc ça va vraiment vous donner des outils dans votre quotidien. C'est une méthode qui a été testée, éprouvée scientifiquement pendant de nombreuses années, dont on sait réellement qu'elle fonctionne. Donc c'est vraiment orienté pour les parents, sauf qu'à particulier, on n'intègre pas les enfants. Ça peut être vraiment intéressant parfois de rencontrer l'ensemble de la famille, le système, de connaître les enfants, mais c'est vraiment un accompagnement qui est fait avec les parents. L'objectif de la méthode va être de redéfinir la compréhension du TDAH, surtout pour les parents qui viennent d'arriver avec un diagnostic ou pour qui c'est pas tout à fait clair. Donc là, on va vraiment prendre en compte les critères tels qu'ils sont définis aujourd'hui et on va proposer des stratégies d'intervention pour les enfants, les parents, les enseignants, les professionnels et tout le système qui tourne autour de l'enfant. Ça donne vraiment des outils concrets. Ça permet aussi d'accompagner les familles sur plusieurs semaines, plusieurs mois et de voir l'évolution. Donc, c'est pas juste on donne un fascicule, des grands principes. Non, non. Il y a un réel accompagnement, un réel suivi pour une évolution souhaitée. Voilà, donc je vais prendre quelques temps pour expliquer sommairement ce qu'est le TDAH pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, les trois grands symptômes du TDAH sont l'inattention, l'impulsivité, l'hyperactivité. On n'a pas forcément les trois en même temps. L'inattention n'est pas forcément là, l'hyperactivité n'est pas forcément là. Généralement, quand il y a hyperactivité, il y a aussi impulsivité.
Si on reprend les symptômes, symptôme par symptôme, les critères, alors c'est pas exhaustif, hein, je sais que la liste est bien plus longue, c'est vraiment pour résumer. Pour l'impulsivité, on va parler de difficulté à attendre son tour. L'enfant va interrompre ou imposer sa présence, il va couper la parole tout le temps, il va vraiment montrer qu'il est là, il aura du mal si, s'il a l'impression d'être ignoré dans le système. Il parle, il agit très très vite hein, sans réfléchir, il pose une question, mais en fait il est déjà en train de faire l'action. Il peut avoir des comportements risqués ou irréfléchis, des réactions émotionnelles explosives, que ce soit positives ou négatives, vraiment toutes les réactions émotionnelles, et des difficultés à planifier ou à anticiper les conséquences. Ce qui demande quand même une hypervigilance du parent assez importante. Ensuite, il y a l'inattention. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on repère assez vite. Donc, des difficultés à prêter attention aux détails. L'enfant a du mal à maintenir son attention, donc on va lui demander de réfléchir à quelque chose, puis il va voir un oiseau passer, et puis hop, il est parti. Il semble ne pas écouter quand on lui parle, vous savez, vous essayez de le regarder dans les yeux, mais en fait, il regarde un petit peu à côté, il fuit, et il est déjà ailleurs. Il ne suit pas les consignes ou ne termine pas les tâches. Il a du mal à s'organiser. Il évite les tâches qui lui demandent un effort mental soutenu. Il perd souvent des objets nécessaires, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve aussi chez l'adulte, en fait, hein, qui cherche toujours ses clés, son téléphone, ses papiers, etc. Se laisse facilement distraire par des stimuli externes, oublie souvent des activités quotidiennes. L'hyperactivité, l'enfant remue beaucoup, bouge tout, ses mains, ses pieds tout le temps, il bouge sur sa chaise, il se tortille. Il se lève souvent, dans toutes les situations, il a énormément de mal à rester assis, il court, il grimpe partout. Il a du mal à jouer et calmement et à se détendre. Il a vraiment ce besoin d'exploser, de laisser sortir. Il est toujours en mouvement. C'est quelque chose qui est très fatigant pour l'entourage et ça peut être un vrai problème en classe pour les camarades et même parfois aussi pour l'enseignant. En général, on alerte assez rapidement les parents lorsque les enfants sont hyperactifs et l'enfant parle souvent excessivement tout le temps. Et puis, ça, ce sont les symptômes de base, hein, ceux qu'on va retrouver le plus souvent dans les descriptions. Mais alors, il y a tous les symptômes associés qui sont, eux, pas faciles. Souvent, sur les symptômes de base, les personnes vont vous dire, ah oui, mais c'est normal, c'est un enfant. Oui, mais le mien aussi. Oui, mais ce que les autres comprennent pas, c'est qu'en fait, là, c'est un excès et c'est tout le temps. Et puis, il y a ces symptômes associés qui, eux, sont un réel problème. Et notamment, et là non plus, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a la labilité émotionnelle, le trop-plein des émotions qui prennent des proportions absolument énormes, parfois aussi pour des choses qu'on n'imagine pas nous en tant qu'adultes. Surtout si on n'est pas du tout concerné par ces difficultés. L'intolérance à la frustration qui peuvent amener à des crises qui peuvent être parfois violentes, difficilement contrôlables, qui peuvent durer plusieurs dizaines de minutes, des difficultés à respecter les règles et les consignes familiales, sociales, scolaires. Ça peut entraîner un évitement, par exemple, des enfants qui ne vont pas être invités aux anniversaires, des grands-parents qui vont dire mais non, moi je le prends pas, je sais pas comment gérer. Donc des grands-parents qui vont prendre les cousins, cousines ou les frères et sœurs, mais pas l'enfant concerné, parce que ça va être très compliqué en fait. Et des comportements défiants d'opposition. Il y a aussi, les parents m'avaient fait remarquer la notion d'injustice, souvent très très forte pour les enfants concernés. La conséquence de tous ces symptômes-là, ça va être des réactions négatives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le parent ne va plus savoir comment faire, il va rentrer dans une sorte de conflit permanente et les réactions vont être négatives. On va avoir tendance à dire ce qui ne va pas, à montrer ce qui ne va pas. Les enfants sont stigmatisés, parfois rejetés. Les parents peuvent se montrer de plus en plus critiques et directs. L'estime de soi des enfants peut être fragilisée. Là, c'est vraiment important d'intervenir. Et il y a ce sentiment des parents de ne pas être suffisamment compétents, de ne pas avoir les outils. Et c'est là où vraiment c'est important de se dire, OK, je dois faire quelque chose. Et là, si vous vous reconnaissez dans cela, c'est vraiment important de vous dire, OK, peut-être il y a d'autres solutions en fait dont vous n'avez pas accès aujourd'hui et qui fonctionnent. Donc, quand on participait à une guidance parentale de type Barclay, donc, si les parents sont en souffrance et que leurs capacités parentales sont mises en doute, vous doutez de vous, les autres vous font douter de vous.
C'est vraiment important d'aller chercher des ressources extérieures, des connaissances dont vous n'avez pas et aussi prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Lorsque les liens sociaux et familiaux sont impactés, et ça peut être aussi à l'intérieur de la fratrie, de la même famille, hein, lorsqu'il y a des conflits avec l'enfant, entre vos enfants, à l'intérieur de la fratrie, lorsque le quotidien génère du stress, et là, je crois qu'on l'a tous connu, hein, si on a un enfant qui a un trouble de l'attention, le stress est permanent, ça, on est vraiment obligé en tant que parent de réfléchir à tout le temps, mais 10 fois plus que les autres. Lorsque les relations conjugales sont impactées, c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent, où les parents ne savent plus, où les parents vont se faire des reproches, t'es pas assez strict, toi tu l'es trop, etc. Et juste ne pas savoir. Voilà, c'est vraiment les critères de base. Et bien sûr, il y en a d'autres. Dès que vous êtes en souffrance ou que vous voyez que votre enfant est en souffrance, c'est vraiment important d'intervenir. Donc maintenant, je vais vous détailler tous les points qui sont couverts par la méthode Barclay. Et chacun de ces points sont couverts à travers plusieurs séances. Donc on va faire des séances espacées de 2 semaines, entre 6 et 10 séances en fonction des programmes, en fonction des personnes, si c'est de façon individuelle ou pas, et si vous voulez prendre en charge tous les points qui vont être exposés ici. Et c'est vraiment important d'aller dans l'ordre et de ne pas court-circuiter certaines étapes parce que les étapes telles que je vais vous les présenter sont essentielles d'être acquises pour passer à l'étape suivante. C'est aussi ça la clé de la méthode Barclay. Donc pour commencer, on va vraiment permettre aux parents de comprendre, d'échanger, de mettre des mots sur la situation, sur ce trouble. C'est vraiment important que le parent comprenne qu'il n'est pas seul, qu'il y a des solutions, qu'il a la possibilité aussi d'exprimer, parfois d'exprimer des choses difficiles dont on peut avoir honte. C'est vraiment le moment, c'est le cadre parfait pour ça. Et c'est vraiment important de créer un lien dans l'accompagnement avec la personne qui vous accompagne ou avec les autres membres du groupe si vous choisissez d'avoir un accompagnement de groupe. C'est vraiment essentiel puisque vous allez partager et suivre vos réussites et vos difficultés pendant plusieurs semaines. La deuxième partie, ça va être comprendre le fonctionnement de l'enfant et la notion de cohérence parentale. Donc là, on va vraiment expliquer qu'est-ce qu'il y a de particulier chez l'enfant TDAH, surtout pour les enfants les parents qui ont plusieurs enfants, dont tous les enfants ne sont pas concernés. C'est vraiment important de comprendre que le fonctionnement d'un enfant TDAH est particulier et de l'accepter tel qu'il est. Et puis, on va devoir travailler avec le parent et en cohérence avec les deux parents. Et ça, même dans les familles recomposées où les parents ne vivent pas sous le même toit, c'est vraiment essentiel. Il faut vraiment que les parents soient d'accord sur les règles, sur les conséquences et qu'il y ait une réelle cohérence. Et là, on va commencer à parler de la notion de routine qui va être vraiment nécessaire pour l'enfant qui a un trouble de l'attention et qu'on va mettre en place tout au long de la méthode Barclay. Ensuite, il y a la notion de non-compliance qui est vraiment la base de ce sur quoi on va travailler. Donc la non-compliance, c'est quoi? C'est la tendance répétée d'un enfant à résister, ignorer ou refuser les demandes parentales malgré leur légitimité ou leur clarté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous demandez quelque chose à votre enfant et puis il va faire comme si non, bah, c'est pas grave, je vais attendre, papa, maman va répéter encore 3, 4 fois et je laisse. Et puis le parent hausse le ton et finit par se fâcher. Et puis l'enfant finalement bah, cède ou pas, avec plus ou moins de cris, parfois des punitions, parfois une crise au milieu. Et ça, c'est vraiment le cercle duquel on veut sortir, hein. C'est ce que Barclay appelle le cercle coercitif. Et c'est vraiment de ça qu'on veut sortir en utilisant la méthode Barclay. C'est-à-dire que ce qu'on veut finalement, c'est que l'enfant adhère tout de suite, le plus vite possible, aux règles. Donc, quelles sont les causes profondes de la non-compliance? Alors, il y a le déficit d'inhibition comportementale. L'enfant agit avant de réfléchir. Donc ça se travaille, hein, ça s'apprend. C'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps avec l'enfant. L'enfant a une faible tolérance à la frustration. Il a des difficultés à différer la gratification. C'est-à-dire que lui, il a besoin d'un résultat tout de suite maintenant, d'avoir des remerciements, d'avoir des félicitations, d'avoir un retour positif tout de suite. Si l'objectif est pour plus tard, ça va pas l'intéresser, ça va pas être suffisamment motivant pour lui.
Il a un faible sens des conséquences futures. Donc ça, c'est un peu ça. Donc il a besoin d'un retour immédiat. Et la cohérence parentale ou de l'environnement est vraiment, vraiment important. Ensuite, un autre point qui est vraiment important sur lequel on va passer du temps, c'est savoir formuler une demande efficace. Le but, c'est pas du tout que l'enfant adhère à tout prix, obéisse à tout prix. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant coopère avec nous. Et là, ça va être vraiment un travail de comprendre comment je donne les consignes claires, courtes, affirmatives, en face à face. Ça, on va le travailler. Et il y aura vraiment un temps adapté pour ça. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce programme, c'est que comme on va revenir après, on va pouvoir parler des difficultés qu'on a eues, des réussites, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, pour pouvoir adapter et continuer. Mais chacune de ces étapes est essentielle pour passer à la suivante. Ensuite, il y a cette notion de renforcement positif. Et ça, c'est vraiment essentiel. Barclay insiste sur le fait que les enfants avec un TDAH ont un système de récompense différent. Ils réagissent fortement à la gratification immédiate, mais faiblement à la punition différée. Donc si vous menacez votre enfant, attention, si tu fais ça comme ça, il y aura telle conséquence plus tard négative, pour lui, c'est pas intéressant, c'est tout de suite maintenant qui l'intéresse. Donc s'il sait que tout de suite maintenant, il va y avoir quelque chose de positif, ça va l'intéresser davantage, ça va vraiment actionner son système de motivation. En général, on dit pour un enfant, en termes d'éducation, on ne fonctionne pas avec des carottes, avec des récompenses, etc. L'enfant TDAH est l'exception à cette règle. Donc ça veut dire que les punitions seules ne fonctionnent pas, que les rappels verbaux répétés 40 fois la même chose, ça épuise seulement le parent. Une récompense immédiate et cohérente à un bon comportement a un effet très fort de motivation et l'enfant va s'en souvenir et il s'en souviendra pour la prochaine fois. C'est là-dessus qu'on va travailler beaucoup. Le renforcement, c'est aussi la prise de conscience que pour les enfants, ce qui va être renforcé, c'est ce qui va être pointé du doigt, c'est ce qui va être montré. Si vous mettez en avant un comportement qui n'était pas adapté, un comportement non compliant, c'est le comportement que l'enfant va répéter plus tard. Je vous donne un exemple, l'enfant est à la maison, vous lui avez demandé 4 fois de ranger ses affaires sur la table parce que vous allez passer à table et qu'il y avait encore ses cahiers qui sont là. Et puis à un moment donné, vous êtes fâché, il l'a fait avec une crise ou pas, et puis lorsque l'autre parent rentre, vous racontez cet épisode. En fait, à ce moment-là, pour l'enfant, vous renforcez cet épisode qui était finalement un comportement non compliant, et c'est le comportement que l'enfant va répéter plus tard. Vous imaginez que vous avez ignoré ce comportement qui était inadapté, mais que par contre, à un moment donné, l'enfant a fini par débarrasser ses affaires de la table et vous lui avez demandé de mettre la table et là, il a coopéré tout de suite. Et là, vous allez le féliciter dans le moment immédiat. Ah, mais je suis super contente, je te félicite, t'as super bien fait. Et lorsque l'autre parent va rentrer, vous allez le dire. Ah, mais regarde, il a fait ça tout de suite. Et vous allez complètement ignorer le comportement qui n'était pas adapté. Et là, c'est ce comportement positif que l'enfant va répéter. Et ça, c'est vraiment une clé essentielle. Ça va être vraiment d'ignorer les comportements inadaptés, non compliants, et de valoriser, mais valoriser à fond, fois 10, les comportements adaptés. Et à ce moment-là, on ne va pas utiliser le système de punition, mais on va aller sur des choses qui vont valoriser l'enfant et qui vont l'encourager à avoir des comportements adaptés positifs. Alors, le moment spécial, c'est vraiment quelque chose qui est important à mettre en place à un moment donné dans la méthode Barclay. Et c'est quelque chose que moi, je pense qu'il devrait être appliqué pour tous les enfants, peu importe TDAH ou pas. C'était vraiment quelque chose de particulier qui est vraiment important dans notre société. Aujourd'hui, les parents sont fatigués, n'ont pas le temps, ont plusieurs enfants à gérer, ont plein d'activités, où les parents ont l'impression d'être des taxis pour emmener les enfants dans les activités extrascolaires. Et pouvoir mettre en place ce moment spécial, c'est vraiment un cadeau qu'on fait pour le lien de soi à l'enfant. Donc le moment spécial, c'est un temps de qualité planifié, ritualisé entre le parent et l'enfant. C'est un espace de connexion où le parent désactive son rôle de guide ou de correcteur pour redevenir simplement un partenaire de jeu, d'écoute, de plaisir partagé. C'est un moment spécial qui favorise le lâcher-prise et offre une reconnexion parent-enfant. Alors je reviens quelques minutes dessus.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va proposer aux parents de, si possible tous les jours, prendre 15 minutes et d'avoir ce moment avec l'enfant où le parent va dire juste, ben, tu choisis l'activité que tu souhaites faire avec moi et on va faire cette activité-là. Le parent, à ce moment-là, n'a plus ce rôle de parent. Il n'est plus là pour guider son enfant dans l'apprentissage d'un jeu, par exemple. Il est juste là pour lâcher prise, se laisser aller et passer un moment de plaisir avec son enfant. Ça veut dire que si votre enfant a décidé de prendre un jeu et de le détourner les règles du jeu pour fabriquer quelque chose, laissez-le faire. C'est son truc, c'est ce qu'il a envie. Et donc c'est juste pour lui. Et à ce moment-là, vous lâchez prise. Il n'y a plus rien qui est important à part ce moment de connexion. Et comme votre enfant sait que ce moment va avoir lieu tous les jours, si la journée a été difficile pour vous, pour lui, s'il y a eu plusieurs comportements inadaptés que vous avez dû recadrer, qui ont été fatigants, c'est le moment pour vous de vous reconnecter. Et c'est vraiment un cadeau que vous faites. Ce moment spécial est normalement fait un parent, un enfant. Ça veut dire que potentiellement les deux parents vont avoir ce moment avec l'enfant. Si c'est pas possible tous les jours, un jour sur deux, adapté. Mais en tout cas, on sait, les études ont montré qu'il vaut mieux un moment spécial court très souvent, presque quotidiennement, plutôt qu'un moment plus long de façon exceptionnelle ou de façon très, très éloignée. Ensuite, il y a un système de récompense, de gommettes, de points, de privilèges qui va être mis en place. Pour mettre en place ce système, c'est important d'avoir acquis tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire d'être capable de donner des consignes claires. Ça, il ne peut plus y avoir d'ambiguïté là-dessus. Et là, l'enfant a déjà compris à ce moment-là que quelque chose était en train de se passer dans la famille, que les règles étaient en train de se jouer autrement. Et donc, il est déjà tout à fait ouvert à ce système que vous allez lui proposer de mettre en place. Et donc, ce système va être quoi? Vous allez choisir vous, alors avec la coopération de l'enfant, c'est toujours mieux, mais vous allez choisir des nouvelles règles, des choses que vous souhaiteriez changer. Alors par exemple, ça va être que votre fils, lorsqu'il rentre de l'école, range ses chaussures dans le bac et raccroche son manteau. Et puis ensuite que il goûte et que tout de suite après un seul rappel, il se mette à faire les devoirs, etc. Et vous choisissez quelques règles, pas 40 mais quelques règles qui sont juste, qui sont importantes pour vous à mettre en place. Ça va vraiment permettre à l'enfant TDAH de suivre cette routine qui est essentielle pour lui. Ça va vraiment être un système de sécurité pour lui qui lui va lui permettre d'avancer en confiance. Il sait ce qui va se passer, c'est très clair, il n'y a aucune ambiguïté. Et il connaît aussi ce qui va se passer de positif ou de négatif si ça ne se passe pas comme vous avez souhaité. Et vous allez lui expliquer qu'il va obtenir des points et des privilèges à la suite de ça. Vous allez faire un petit tableau avec chaque jour et puis chaque jour, vous pourrez noter ce qui s'est passé, les résultats, et vous allez voir l'évolution positive. Et l'enfant va recevoir donc des privilèges, alors ça va de la petite image à une sortie, et ça c'est vraiment quelque chose qui va le motiver dans le temps. Donc c'est un système de récompense immédiate qui va augmenter sa dopamine et c'est vraiment ce qui est déficient chez l'enfant TDAH. Donc c'est vraiment important. Ça renforce sa motivation, ça renforce aussi son estime de lui. Il va se rendre compte qu'il est capable, qu'il est compétent, qu'avec le temps, il va y arriver. Ça encourage sa coopération, ça favorise sa régulation émotionnelle. Il connaît, il sait les règles, tout est prévisible. Donc pour lui, c'est très très clair. C'est vraiment un outil qui va empêcher la, la mise en place des crises excessives et avec le temps, il y en aura de moins en moins. L'enfant agit pour obtenir du positif et il adhère vraiment à cette idée. Ça veut dire que lorsque vous allez mettre en place quelques règles, il faudra lâcher prise sur les autres règles parce qu'on ne peut pas tout gérer en même temps. Et s'il y a 20 points qui sont vraiment importants pour vous, vous allez choisir les premiers. Et puis lorsqu'au bout de quelques semaines, quelques mois, en fonction des enfants, vous aurez de l'amélioration, vous allez lui expliquer que vous allez retirer ça parce que ça c'est acquis maintenant et que vous allez en ajouter d'autres. Et c'est comme ça que vous allez réussir à tirer l'enfant vers un état de paix et d'harmonie au sein de la famille.
Ensuite, on va parler de la gestion des devoirs et de l'organisation, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors parfois, si les enfants sont petits, ça roule bien, ça tourne bien, et puis parfois l'adolescence avec lorsque les parents lâchent prise et font confiance à l'enfant, ça devient un petit peu plus compliqué. Ou parfois c'est petit, où il faut mettre en place un certain nombre de routines importantes. Et là, c'est vraiment important de prendre ça en charge. Et s'il y a besoin, il peut y avoir un accompagnement avec l'enfant directement ou un accompagnement de type coach scolaire pour vraiment accompagner l'enfant dans son évolution, qu'il comprenne comment lui, il apprend, avec quel sens il apprend, quelles sont les techniques d'apprentissage qui sont les plus utiles pour lui. Et c'est vraiment important de mettre ça en place tout de suite. Voilà. Voilà, donc la gestion des devoirs et de l'organisation vont permettre de structurer le temps. Donc le temps, c'est un vrai souci pour les enfants qui ont un TDAH. Donc on va proposer par exemple de travailler avec des timers où là l'enfant va voir. Et là, quand on parle de temps, c'est pas uniquement pour les devoirs, ça va être aussi par exemple pour la douche ou le temps que l'enfant a le matin pour s'habiller. Parce qu'il peut se perdre et les douches qui durent 45 minutes, moi je connais très très bien. Et, euh, et c'est ça, en fait, c'est un peu rythmer, et habituer l'enfant à, OK, il y a une règle de temps, c'est important, et juste dire 15 minutes, ça ne veut rien dire. Et parfois même à l'adolescence, ça ne veut rien dire. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Ensuite, découper les tâches. Et quand on dit découper les tâches, il va vraiment falloir prendre conscience qu'on donne à un enfant qui a un trouble d'attention une tâche à la fois. Si vous dites deux tâches, c'est mort. Et aussi prendre l'habitude de lui demander de répéter l'instruction. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir vécu l'expérience de ah, ben, va me chercher dans telle pièce tel objet qu'il a là. Ok, l'enfant part, il sait déjà plus ce qu'il va aller chercher. Ensuite, il revient. Ah oui, je vais chercher ça. Il repart. Ah oui, mais je ne sais pas où c'est. C'est beaucoup trop d'informations. Demandez-lui de répéter, de visualiser. Et là, c'est vraiment important que lui sache déjà comment est-ce qu'il situe tout ça, comment est-ce qu'il s'organise. Ça peut être même des jeux qu'on peut faire avec les petits, ça, hein. Ah, tu vas me chercher tel objet, tu vas me chercher tel objet, etc. Donc superviser sans contrôle, c'est-à-dire que vous allez lui donner des tâches, vous allez lui expliquer que vous avez confiance en lui et vous allez revenir régulièrement. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que ça va? Il sait que vous êtes là, il est dans une configuration sécure, mais en même temps, vous lui faites confiance et c'est important qu'il prenne ses responsabilités. Vous allez augmenter le renforcement positif à fond, à fond, à fond. Il en a vraiment besoin. Et c'est important de rendre visuel et concret tout ça. Donc avec plein d'outils différents d'aide à la devoir et à l'attention, etc. On va aussi prendre un petit peu de temps à visualiser et à travailler l'environnement de travail. Que lorsque l'enfant travaille dans sa chambre avec des jouets qui vont le distraire, avec plein de choses lumineuses autour de lui, ça va être compliqué. Et là, il va falloir adapter. Et ça peut prendre un peu de temps. On teste des choses, on revient, on recommence, etc. Dans la méthode Barclay, on aborde le sujet du time-out. Alors, le time-out, c'est quelque chose qui est parfois critiqué. Alors, je vais vous expliquer comment c'est utilisé dans la méthode Barclay et pourquoi on le fait. Pour Barclay, le time-out n'enseigne pas la peur de la punition, il enseigne la conséquence du comportement. L'idée, c'est pas de punir, d'humilier, d'exclure l'enfant avec le time-out. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est de court-circuiter l'escalade qui va mener à la crise. Lorsque l'enfant a un comportement inadapté, on a dit un petit peu plus tôt, autant que possible, on l'ignore. Il y a des comportements qui ne sont pas possibles à ignorer. Si votre enfant vous insulte à table, fait des bêtises, envoie un jouet dans la tête de sa sœur, vous dites arrêtez une fois, deux fois, trois fois, il continue. À un moment donné, il faut dire stop. Il faut arrêter l'enfant et c'est pas OK du tout ce comportement. Il doit en être conscient et il doit y avoir une conséquence. Donc le time-out n'est pas une exclusion. C'est vraiment l'accompagnement de, OK, là, il se passe quelque chose, une crise potentielle est en route, il y a quelque chose d'émotionnel qui n'est pas OK, je vais te mettre à côté et on va laisser retomber. Donc ça peut être juste sur une chaise dans la pièce à côté, mais en dehors de ce qu'était en train de faire l'enfant avec ce qu'il est en train de faire. Ça peut être sur la marche d'escalier qui est juste à côté, pourvu que vous avez une vue sur lui.
que vous puissiez aller le voir régulièrement, vérifier que son intensité de colère, son intensité émotionnelle est en train de descendre. Il sait que vous êtes là, il sait que c'est sécure, il sait que c'est pour lui. Et ça va lui permettre de redescendre tout simplement. Il y a des cas, donc au départ, on va pas dire on met un enfant dans sa chambre pour être sûr qu'il n'ait pas ce sentiment d'exclusion. Il y a des enfants, moi ma fille était comme ça, pour elle sa chambre c'était vraiment un lieu sécur où elle pouvait s'apaiser, où elle pouvait taper sur son oreiller dans l'intimité sans qu'on la voie et pour elle c'était OK. Par contre, il y avait toujours cette notion de je vais voir régulièrement, que ça redescende et à la fin elle avait toujours besoin d'un câlin et ça c'était toujours quelque chose qu'elle a eu et c'est tout à fait OK en fait. Donc au moment où le time out est redescendu, c'est OK, ben maintenant alors par exemple s'il y a eu quelque chose de renversé par terre, OK, là l'émotion est redescendue, viens on va ramasser ensemble ce que tu as fait tomber et puis voilà c'est fini, on n'en parle plus. Mais donc l'objectif est vraiment ça, et pour faire redescendre et parfois même faire redescendre aux parents. C'est vraiment le moment de se dire OK, ce comportement n'était pas possible, là tout de suite si je réagis, ça va monter très fort. OK, je vais l'accompagner à redescendre et moi je vais redescendre avec. Enfin, la gestion des sorties et la prévention des problèmes futurs. Donc là, on va vraiment parler de, OK, si je dois sortir et que je sais que ça se passe mal, alors je pense à tous les parents, moi j'ai été dans ce cas, alors on va plus alors, dans les parcs encore, et ça peut être compliqué, on sait que potentiellement on va rentrer, mais on va plus dans les restaurants, on évite les sorties chez les amis, etc. Donc là, on va discuter vraiment de comment anticiper ça. Donc comment préparer l'enfant. On définit les règles. Ce qui va se passer est très très clair, positivement ou négativement. Si le comportement n'est pas adapté, on le dit une fois, deux fois, il y a possibilité d'un time-out sur le lieu. Et si à un moment donné ça ne va pas, on rentre. Et ensuite, on fait un bilan une fois de retour. Et si tout s'est bien passé, alors on fait un bilan ultra positif et on renforce un maximum. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et évidemment, pour en arriver là, à cette situation-là, dont j'imagine tout le monde rêve, mais c'est vraiment important d'avoir acquis toutes les bases de la méthode Barclay qui sont décrites précédemment. Voilà, donc ça, c'était vraiment la présentation globale. C'est tout ce qui est pris en charge dans la méthode Barclay. Donc la méthode Barclay, ça se passe comment? Alors si c'est en séance individuelle, en fonction de vos besoins, en fonction du rythme dont vous avez besoin, ça va aller de 6 à 10 séances. En séance de groupe, généralement, on fait 10 séances, on peut faire 8. Moi, je fais 8, je regroupe certaines choses. Mais par contre, j'accompagne les parents entre et je check. Donc, je vais demander aux parents de me renvoyer des documents, d'être sûr que le tableau des récompenses, par exemple, se soit adapté, que les consignes soient suffisamment précises, etc. Et je vais communiquer avec les parents dans toutes leurs difficultés pour être sûr qu'à la session suivante, tout soit acquis pour pouvoir continuer. Moi, j'ai choisi de regrouper en 8 séances parce que je me rends compte que 10 séances, espacées de 2 semaines, c'est quand même très long. Et que pour des parents qui sont en difficulté, en souffrance avec leur enfant, par exemple, qui ne sortent pas, c'est la gestion des sorties, c'est quelque chose qu'on fait tout à la fin. Ben, c'est quand même très compliqué d'attendre 4 mois et demi, 5 mois. Donc voilà, moi, c'est le choix que j'ai choisi de faire. Et donc avec un accompagnement individuel, même pour les groupes, je vais dialoguer entre les séances avec chaque parent. Donc le principe, c'est une séance toutes les 2 semaines. 2 semaines, ça permet vraiment de tester. Voilà, donc quand c'est en individuel, généralement on fait 1 heure et 1 h 30 lorsque c'est des groupes. Et on peut travailler en présentiel ou en visio. En visio, ça marche très bien aussi. Et voilà, et entre chaque séance, il va y avoir vraiment des exercices pratiques où on va demander aux parents de tester ça et de revenir et de partager, d'échanger et de voir un petit peu ce qui était OK, pas OK et comment continuer. Voilà, donc ça, c'était l'ensemble de la méthode Barclay. Et maintenant, j'aimerais vous parler de d'autres points qui, pour moi, me semblent essentiels dans l'accompagnement que je fais avec les familles et avec les jeunes. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de l'impact du TDAH sur l'apprentissage. Alors déjà, l'apprentissage des jeunes en général, c'est pas toujours simple, hein, mais quand on a un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité ou un trouble de l'opposition avec ou sans provocation, c'est quand même compliqué.
C'est pourquoi je propose du coaching scolaire sur différents domaines et c'est vraiment quelque chose qui peut aider, soutenir vos enfants. Et enfin, je souhaiterais prendre quelques minutes pour vous parler de l'impact du TDAH sur les parents. Euh, Parce que, comme je vous ai expliqué au début, je fais de l'accompagnement à l'épuisement parental et les recherches montrent que les parents d'enfants TDAH passent plus de temps à donner des consignes, ils répètent davantage, et quand je dis davantage, c'est, c'est vraiment tout le temps en fait. Ils se heurtent à des refus, des crises. Ils reçoivent moins de comportements gratifiants, écoute calme, coopération, etc. Et puis, il y a un jugement de la société qui est très, très dur, souvent un jugement du parent envers lui-même qui est très, très dur. Et on sait que le parent est en hypervigilance permanente. Donc, c'est vraiment du matin jusqu'au soir, et pas seulement lorsque les enfants sont petits, mais même lorsqu'ils sont adolescents. Donc, c'est vraiment important d'être conscient de ça, en fait, des difficultés du parent et de comment le parent peut travailler sur lui-même. J'ai souvent des parents qui viennent me voir et où je vais détecter avec eux des troubles d'épuisement parentaux et ils vont me dire oui, mais moi je suis là pour travailler sur mon enfant. Mais en fait, si vous, vous allez mal, si vous, vous êtes épuisé, si vous, vous n'en pouvez plus, si vous avez du mal à supporter vos enfants dans la journée, parce que ça peut arriver, et il n'y a pas à avoir honte, c'est la vérité. Alors c'est vraiment important de prendre conscience de vous et c'est pour ça que je choisis de vous en parler là maintenant. Donc en 2022, une étude a montré qu'il y avait à peu près 5% des parents qui étaient en burn-out parental et 8% des parents qui étaient à risque élevé. Donc on est déjà à 13% de parents qui vont pas bien. Mais ça, c'est dans la société totale. On sait que les parents d'enfants TDAH, il y a 2 à 3 fois plus de risques de burn-out parental. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte parce qu'on arrive quand même à 40-45%. Depuis 1917, il y a 2 docteurs en psychologie en Belgique qui se sont lancés dans des études à ce sujet et qui ont mis en place un programme de prévention et de traitement. Le programme a été prouvé scientifiquement, c'est-à-dire elles ont réussi à démontrer qu'en 8 séances, à raison de 1 séance par semaine pendant 8 semaines, le taux de cortisol des parents chutait drastiquement. Elles ont mis en avant tous les critères, les causes de cette situation et sur quoi il faut travailler pour s'en sortir. J'ai suivi cette formation avec elles et donc c'est l'accompagnement que moi je propose. Pour vous informer à ce sujet, je vais faire une nouvelle conférence qui sera gratuite, qui sera en visio, en Zoom, le mardi 9 décembre de 19 h à 20 h 30. Vous pouvez aller voir sur mon site pour aller vous inscrire à cette conférence et puis je la diffuserai plus tard aussi sur YouTube. Au cours de cette conférence, je vais expliquer quelles sont les causes, pourquoi est-ce qu'on tombe aujourd'hui en burn-out parental, ça n'existait pas il y a 30 ans, quels sont les symptômes et là vous allez vraiment pouvoir vous identifier, voir où vous en êtes. Je vais aussi fournir à ceux qui sont inscrits avant un lien où vous pourrez tester. C'est un questionnaire, vous pourrez tester, remplir et vous pourrez déjà avoir une évaluation simple de votre état d'épuisement en tant que parent. Et ensuite, je vais aussi expliquer dans cette conférence quelques outils, déjà des pistes de travail. Comment est-ce qu'on travaille l'épuisement parental en fait. Voilà. Donc pour en revenir à la méthode Barclay, moi, je vais proposer 2 accompagnements à partir de début décembre en groupe. Un les jeudis soirs de 20 h à 21 h 30, un les samedis matins de 10 h à 11 h 30. Il y aura 8 séances de 1 h 30. Dans les groupes, il y aura de 6 à 10 familles. Donc ça peut être un parent, 2 parents par famille. Voilà, donc une séance toutes les 2 semaines avec des retours et des exercices pratiques. Et donc moi, je vais collaborer, communiquer avec vous entre les séances. Donc le programme est au tarif de 280 euros, payable en 2 fois. Et pour ceux qui souhaitent une partie de la méthode Barclay, un accompagnement plus individuel, plus spécifique, je propose des séances individuelles. Le tarif normal est de 90 euros la séance, mais pour ceux qui ont participé à la conférence, dont moi j'ai la liste, les emails, le tarif sera de 80 euros. Et donc là, ce sera vraiment un accompagnement qui est détaillé. On m'avait demandé pendant la conférence et les ados. Alors,
de base, la méthode Bartlett telle qu'elle est proposée là, avec le système de récompense, etc., on encadre les enfants de 4 à 12 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec les ados? Alors avec les ados, il y a certains points qu'on va aborder autrement et où moi j'inclus aussi des notions de coaching scolaire parce que le parent avec l'ado va devoir communiquer autrement, on va mettre en place des nouvelles stratégies. Donc si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par un accompagnement de groupe, donc avec un tarif vraiment réduit et que vous avez des ados, écrivez-moi un message, un email, allez sur mon site, envoyez-moi un message. Et dès que j'ai au moins 6 personnes, j'essaie de vous proposer un accompagnement de groupe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est chouette et je vous accompagne là-dedans avec plaisir. Et puis, s'il y a des parents qui sont intéressés par une partie ou vraiment des choses spécifiques, c'est-à-dire que globalement ça va, mais ça va pas. Si j'ai 2, 3 personnes aussi, je peux regrouper 2, 3 personnes et donc faire des tarifs moindres qu'en séance individuelle. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous pouvez aller voir toutes mes activités sur mon site www.laetitia-james.com et vous pouvez m'envoyer des messages à coach@laetitia-james.com. Merci.